Alors, TV Liberté, moi, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, puisqu'il est là pour nous en parler, puisque son speech de ce soir va s'articuler autour de deux grands thèmes. Un qui lui est cher, mais que Slobodan Despot avait légèrement entamé lors de sa prestation précédente, donc qui est en fait le nouvel univers des médias tel qu'il se redistribue aujourd'hui. Et puis, ce que je crois aussi très intéressant pour nous tous, l'expérience TV Liberté, qui est une expérience un peu unique de création ex nihilo d'un média audiovisuel qui, certes, ne passe pas par les réseaux traditionnels, mais par l'Internet qui reste aujourd'hui, enfin qui devient aujourd'hui un vecteur qui sera demain essentiel, pour ne pas dire dominant. Voilà, alors je crois vous avoir pratiquement tout dit, sauf qu'il est accompagné ce soir d'un de ses acolytes, Virgile Dernoncourt, ici présent, qui a l'intention de vous inciter vivement à participer à l'effort qu'il faut faire pour maintenir et pour développer cette belle chaîne de télévision que j'ai toujours du plaisir à regarder, d'autant plus que j'ai quelques amis qui font des émissions. Voilà. Martial, c'est à toi. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je suis très honoré et c'est avec beaucoup d'humilité que je suis ici ce soir. Premièrement, parce que c'est la première fois depuis que la création de TV Liberté que j'ai le plaisir de me rendre en dehors des frontières françaises. Et c'est un honneur pour moi. La seconde chose, c'est que bien évidemment, la deuxième chose, c'est que je suis parmi vous avec à l'invitation de personnalités. Je pense bien évidemment en priorité à Alain Lefebvre et à Jean-François Michaud, qui sont des entrepreneurs, qui ne sont pas seulement des entrepreneurs. Ils ont été et ils ont apporté la démonstration qu'on pouvait faire vivre un journalisme de qualité, un journalisme de conviction, et un journalisme dont Christian Authier disait qu'il pouvait être un journalisme de minorité. Or, c'est bien sur ce terme-là que nous reviendrons, car tout le défi de TV Liberté tenait à cette idée qu'il pouvait exister une autre forme de journalisme. J'aurai l'occasion de vous dire comment je le perçois et comment nous l'avons perçu. Donc cette humilité, c'est à votre égard, à l'égard des personnes qui m'accueillent, que je remercie bien évidemment, ainsi que Virgile Dernoncourt, et puis bien évidemment parce que cette réunion se fait sous l'égide de celui qui fut à la fois un journaliste et un écrivain, un administrateur aussi de la RTBF, Paul Vendôme, qui, je le crois, est un choix remarquable, puisque c'est celui que vous avez fait, je pense, au printemps 2016, si je ne me trompe pas, et qui était sûrement la représentation de ce que nous pouvons souhaiter de défense des valeurs de liberté, de pensée et d'indépendance. C'était, et c'est aussi une dure réalité pour ce soir, c'est que c'était un amoureux du style littéraire et qu'il faut donc que je m'exprime dans un excellent français, sans prompteur. Et donc, je vais faire cet effort de se mettre sous l'égide donc de Paul Vendôme, qui a défendu lui aussi non pas le journalisme de minorité, mais puisqu'il faut reprendre Christian Authier, il a dit très joliment qu'il défendait les irréguliers de la littérature, de Déon à Brel, pas le plus irrégulier, mais après bien évidemment Maurras, Brasillac, et puis Drieux-La Rochelle. Mais comment quelqu'un qui était né à Charleroi ne pouvait pas faire bien évidemment le rapprochement avec celui qui nous a offert un des plus beaux livres sur la Première Guerre mondiale, la comédie de Charleroi. De Charleroi, je reviens à Bruxelles, pardon pour cet exergue un peu long, pour vous dire que TV Liberté, et Alain l'a dit, ça ne devrait pas exister. En fait, dans la réalité, quand Philippe Millot, toujours le même, puisqu'il est le fondateur, le créateur et celui qui continue à porter TV Liberté, moi je n'en suis que l'amuseur public. Philippe Millot est venu me voir, c'est vrai, dans ma brasserie. J'avais fait une reconversion. Vous savez, en politique, quand on sort de la politique et qu'on sort de la politique d'où je venais, c'est-à-dire de la droite patriotique, nationale, populaire, sociale, nationaliste, je ne sais pas quel est le terme identitaire maintenant, on dit populiste. Tout cela fait que sur son CV, certains le savent ici, dans cette salle, vous n'êtes pas attendu
par toutes les entreprises et par tous les chefs d'entreprise et par tous les chefs de la presse. Magazine Hebdo n'étant plus là, restait que le Figaro, et on m'a bien fait comprendre assez rapidement, et c'était assez logique d'ailleurs, que ce n'était pas véritablement l'endroit où je devais être. Donc il fallait faire une reconversion. Cette reconversion, je l'ai faite comme chef d'entreprise, car c'était le moyen d'acquérir à la fois son indépendance et sa liberté. Liberté, indépendance, ces deux termes-là ne nous lâcheront pas de la soirée. Et puis Philippe Millau est venu me voir à un moment qui était un moment très précis de ma vie, qui était, enfin, je n'étais plus un apparatchik, somptueux apparatchik, mais néanmoins un apparatchik, mais j'étais un homme libre qui, par son travail, le fruit de son travail, pouvait apporter la démonstration de la réussite sociale. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me dire, il faut te réorienter vers le journalisme, il faut te réorienter vers la création d'une chaîne de réinformation, de contre-propagande. Et j'ai mis beaucoup de temps, énormément de temps à me décider, 48 heures, 72 heures, parce que je me suis dit, si ce train passe, ce que j'ai toujours souhaité, il y a des témoins là encore dans la salle, ce que j'ai toujours souhaité se met en disposition d'exister, si ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire une transmission directe, sans les vecteurs officiels des médias, pouvait, exister, si je n'étais pas dans ce dispositif, par malheur, alors je m'en voudrais pour le reste de ma vie, puisque tu as donné gentiment mon âge. Donc pour le reste de ma vie, je m'en serais voulu. Et donc, j'ai pris cela comme un pari. Et je me suis dit, c'est une troisième vie, une vie politique, puis une vie de chef d'entreprise, puis une vie de journaliste, celle-ci venant bousculer les deux autres. Et je me suis dit, bon voilà, tu es jeune, et donc tu as la possibilité encore de pouvoir changer de vie. Et puis si tu te trompes, si tu ne réussis pas, si tu échoues, eh bien on verra la suite des événements, on a encore la possibilité de changer. J'ai donc accepté cela, mais pas sur n'importe quel principe et sur n'importe quel critère. Or c'est vrai que Philippe Millau, Tristan, qui l'aidait, et beaucoup de ses camarades, de ses amis, qui viennent d'ailleurs, il faut bien le dire, de la nouvelle droite, en priorité. Il faut savoir d'où nous venons, toujours dans la vie, de savoir d'où nous venons. Ses camarades avaient pensé que, bien évidemment, une télévision, c'était quelque chose de tellement important que c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que ça serait sur la TNT, en France sur les réseaux hertziens ou sur la TNT, et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Dans la réalité, très vite, on ne pouvait que réfléchir à l'idée que nous ne serions jamais autorisés à pouvoir procéder comme les autres. En effet, en France, mais c'est le cas aussi en Belgique, nous sommes ces télévisions, les radios, mais maintenant les télévisions sur Internet, les radios sur Internet sont soumis à une autorité qui est en France le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en Belgique francophone toujours le CSA, qui je crois est en Flandre le Vlaams Regulator fort des médias, et dans la petite partie germanophone, je crois, le Medienrat. Ces organismes-là ont tous la même définition. Ils viennent pour aider. Dans un deuxième temps, ils surveillent. Dans un troisième temps, ils répriment. C'est la vie de ces organismes-là. Dans un premier temps, ils viennent vous aider par un apport financier. Cet apport financier ne peut se réaliser qu'en échange de règles, de procédures, de contrats qui doivent bien évidemment être signés. C'est donc ces règles-là qui existent, et ensuite, quand on a signé des règles, il faut s'y tenir. Si on ne s'y tient pas, alors la répression ou la réprimande dans un premier temps, la contravention, puis dans un troisième temps la répression, se mettent en branle. Un exemple, Cyril Hanouna sur la chaîne Canal+, C8 en France, est condamné pour s'être moqué d'un de ses sociétaires, un de ses présentateurs, animateur qui est, semble-t-il, homosexuel. Cela entraîne le CSA à le punir d'une amende de plusieurs millions d'euros. Il va de soi que nous ne sommes pas en capacité, je ne vous le cacherai pas, de pouvoir résister à ce genre de réprimande ou de contravention. Il n'empêche
il y a quelques jours sur la chaîne Radio d'État, Radio France, un humoriste. Alors, les humoristes sur Radio France, ils n'ont que de nom, l'humoriste, mais néanmoins, puisque nous, en France, nous les payons, nous les regardons avec beaucoup de bienveillance, et donc il a chanté, je crois, Jésus est pédé, puisqu'il est pédé, pourquoi on l'a crucifié, il fallait mieux l'enculer. Ça n'est pas réprimé par le CSA, qui doit considérer qu'on est dans l'humour. C'est un humour. L'humour du pauvre, hein. C'est vraiment l'humour du pauvre, mais néanmoins, là, le CSA n'intervient pas. Donc c'est un organisme qui est, une nouvelle fois, qui surveille, qui réprime, mais qui, dans un troisième temps, bien évidemment, le fait de manière partisane, jamais de manière neutre. Ce qui amenait à penser que si nous faisions passer TV Liberté par ce biais du CSA, par les autorisations du CSA, alors ne pourrions plus dire ce que nous voulons dire, ou même faire ce que nous souhaitons faire. Un exemple parmi tant d'autres, tant d'autres. Je fais une émission qui s'appelle Bistro Liberté. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me dire qu'ils la regardaient, les autres ne me l'ont pas dit, mais ils vont le faire, parce que sinon, je dénoncerai. Mais plus sérieusement, nous servons du vin. L'idée, c'était vin et saucisson. Bon, vous avez bien compris, la petite musique, et Slobodan Despot, que je salue, est venu comme invité. Il a subi les foudres de Bistro Liberté. Et donc, il peut témoigner, il y avait bien du vin et du saucisson. Et Slobodan, tu es d'accord? En abondance même. Point trop. Si je suis soumis aux règles du CSA, si je signe, quand je dis je, Philippe Millot, ce n'est pas moi le président de la chaîne, mais si nous signons avec le CSA les règles, alors il n'y aura plus de vin, il n'y aura que de l'eau. Vous allez me dire, quelquefois, ça vaut mieux pour bistrot, je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est de ma liberté. C'est de ma liberté, ceci n'est plus possible. Alors, après, on pourra me dire, oui, non, c'est recevable, ce n'est pas recevable. Ce que je considère, c'est que de boire du vin, modération, Slobodan est un peu excessif, avec beaucoup de modération, est une possibilité qui donne une notion de convivialité à l'ensemble. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer une télévision de réinformation avec différents programmes. Le premier était la nécessité de faire un journal télévisé. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que nous pensions qu'il était essentiel de montrer que la chaîne travaillait au quotidien. Beaucoup de chaînes sont sur le web. Beaucoup de chaînes existent sur YouTube. Elles publient une conférence, une émission, un reportage, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, une fois tous les mois, et considèrent que c'est suffisant. Nous voulions être une vraie télévision. C'est-à-dire, et ça ne va pas contredire ce que je vous indiquais, c'est que nous pensions, et nous pensons toujours, qu'il faut se mettre dans la situation de pouvoir, demain, être une vraie télévision. C'est-à-dire être capable de passer sur un canal hertzien et de remplacer les chaînes pourries qui sont celles que la France connaît, mais nous n'avons pas le monopole des chaînes pourries. Donc je pense que de ce côté-là, je vous laisse les vôtres. Et pour se mettre dans cette situation-là, il faut que nous ayons bien évidemment des émissions. Nous en publions non pas une par mois, non pas une par semaine, mais le journal permettait de dire, bien, nous avons tous les jours une information, 45 minutes, 30 à 45 minutes d'information. Donc, il y a une équipe de journalistes, une équipe rédactionnelle. Donc, il y a des techniciens. Donc, il y a une vie qui n'est pas une vie juste pour YouTube, mais qui est une vie d'une vraie chaîne de télévision, si on y ajoute des émissions de débat, des émissions d'histoire, des émissions culturelles, des émissions géopolitiques, des émissions, on a essayé culinaire, ça n'a pas fonctionné, mais on a essayé toute une série, même sportive aussi, et nous continuerons à essayer d'accroître cela. Aujourd'hui, nous publions, nous formatons, nous faisons 3 heures de télévision par jour. Ce qui nous permettrait, si demain matin, un pouvoir politique ou un pouvoir audiovisuel nous disait, ben voilà, vous pouvez accéder au canal hertzien ou à la TNT ou sur les câbles opérateurs, nous serions en capacité de pouvoir, avec des achats de programmes extérieurs, bien sûr, des documentaires, des spectacles, etc., des concerts, mais de tenir eh bien, notre rang de chaîne de télévision. Nous n'y sommes pas, puisque je vous l'ai dit, le préalable, c'est que le CSA nous laisse le faire, et ça n'est bien évidemment pas le cas, puisque nous n'avons pas accepté de signer le contrat
entre le CSA et nous. Ensuite, dès que nous avions un journal quotidien, il fallait créer, et ça je dis à Alain et Jean-François qui vont comprendre ce que je dis parfaitement, c'est que on ne pouvait pas faire une télévision sans qu'il y ait l'idée qu'on était capable de former une école de journalistes et une école de techniciens, toutes choses que nous n'avions pas. Ça n'existait pas. Et pour cause, il n'y avait pas de télévision en France de réinformation. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous pouvions faire? Faire appel aux camarades. Nous n'avons pas hésité à le faire, à essayer de trouver ceux qui sont capables, en situation de pouvoir faire cela. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait à tout prix que nous démontrions que nous étions capables de former une équipe de journalistes. Aujourd'hui, ils sont 6, vous les avez ici. Vous m'enlevez moi, ça fait un peu le papa qui est autour. Mais enfin bon, vous avez Thibaut, Olivier, Floriane, Élise et Pierre. Il y en a d'autres, mais qui ne se montrent pas encore, mais qui sont en formation. Tout cela était la démonstration que nous avions la capacité de créer des journalistes, qu'il y ait une vraie école de journalisme à ciel ouvert, celle que nous formions ainsi que les techniciens. Et ça, ce n'est pas simple. Les techniciens, il y en a à Radio Courtoisie en France, à Radio Courtoisie, qui est la radio historique, patriote. Eh bien, il y a bien évidemment quelques techniciens de radio. Les techniciens de télévision ne sont pas les mêmes. C'est, on va le dire honnêtement, plus complexe, plus difficile. Notre ami me disait tout à l'heure que pour enregistrer tout seul cette conférence, eh bien, il y a des techniques, il y a des pratiques, il faut de la lumière, plein de choses qui nous dépassent. Il faut aussi du maquillage, je ne sais pas, je précise, mais il faut aussi du maquillage, il faut beaucoup de choses. Et cette technicité-là, nous ne l'avions pas. Il fallait donc l'acquérir, là encore en recrutant vers l'extérieur. Et nous avons toujours nos indépendants qui travaillent sur les chaînes publiques ou sur des chaînes comme M6 ou Canal+, et qui viennent nous aider, mais ça n'était pas suffisant. Il fallait à tout prix que nous fondions aussi nos propres techniciens, nos propres journalistes, nos propres techniciens, parce qu'il fallait aussi apporter la démonstration que aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de passer par des écoles de journalisme pour réussir, car les écoles de journalisme appartiennent à une école de formatage aujourd'hui. Je le dis d'autant plus que la plus belle des écoles de journalisme en France, elle n'est pas loin de Bruxelles, elle est à Lille. Mais ce n'est pas la création d'une école pour apprendre à être journaliste, c'est un formatage. Et c'est une école qui est très coûteuse en plus. Un tel formatage que ça crée une caste qui va être la représentation même de la médiacratie. Or, la médiacratie aujourd'hui, c'est le premier pouvoir en France, pas seulement en France, c'est le premier pouvoir, largement supérieur au pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, quand il fait une descente chez quelqu'un, il fait la descente quand la presse est arrivée. Sinon, il ne fait pas la descente. Ils attendent que la presse soit arrivée pour faire cette descente. Ça veut donc dire que le pouvoir judiciaire considère que la notoriété de cette action passe par un développement médiatique. Donc on fait maintenant une descente au siège de chez Mélenchon, on fait une descente au siège de Madame Le Pen, on fait une descente au siège de Monsieur Bayrou. En France, on fait une descente dans tous les sièges d'opposition. Et bien évidemment, on attend que la télévision soit là, ce qui permet de montrer Madame Le Pen ennuyée, Monsieur Mélenchon énervé et Monsieur Bayrou mamou, qui est la définition même de Monsieur Mélenchon. Donc, ça crée une caste qui est complètement déconnectée avec des journalistes qui ne sont plus dans le réel. Et on l'a vu en France à travers beaucoup d'exemples. Les journalistes n'ont pas vu du tout la puissance de la révolte des Gilets jaunes. Pourquoi? C'est-à-dire, comment se fait-il que nous, qui annoncions depuis des mois et des mois qu'il y aurait une révolte, pourquoi le journaliste parisien, les journalistes de la grande presse, les journalistes mainstream de grand chemin, merci Slobodan pour ce terme, eh bien, ces journalistes-là, pourquoi ils n'ont rien vu? Mais tout simplement parce qu'ils sont de la même école. Ils sont totalement formatés, ils ont tous fait des études supérieures. En dehors des pigistes et des salariés en CDD, les gens disposent de presse, disposent d'un pouvoir d'achat d'ailleurs qui est bien plus élevé que le reste de la population. Le différentiel de salaire moyen entre un Français
lambda dans le privé et un journaliste mainstream dans la grande presse ou la presse de grand chemin est en moyenne de 1 000 €. Pour faire simple, on traîne entre journalistes, on fréquente les mêmes endroits. Sur 20 000 des 35 000 cartes de presse qui sont distribuées en France, parce que moi, je n'y ai pas eu le droit, on m'a refusé. Je ne fais que 3 heures d'interview par jour, à peu près, mais je ne suis pas journaliste, je dois être autre chose. Je suis un journaliste de minorité. Et donc, ça ne compte pas pour l'organisme de presse qui distribue les cartes de presse. Sur 20 000 des 35 000 cartes de presse en France sont distribuées à Paris et en Île-de-France. On traîne entre journalistes, on fréquente les mêmes endroits, on vit ensemble, on meurt ensemble. Et c'est une forme d'entre-soi où seules les catégories socioprofessionnelles supérieures ont le droit de se joindre et de s'immiscer. Un rédacteur de cette presse mainstream a d'ailleurs dit cette phrase définitive: les journalistes écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés à écrire. Et c'est cette consanguinité qui crée la défiance. Et c'est cette consanguinité qu'il fallait à tout prix casser pour créer une vraie presse de réinformation. Mais nous avions une presse de réinformation, une presse écrite qui ne m'avait pas attendu. Nous avons une presse radiophonique qui ne m'avait pas attendu et qui n'avait pas attendu Philippe Millot. Il fallait là une presse audiovisuelle. C'est, je le répète, la chose la plus difficile, la plus délicate, qui prend le plus de temps et qui coûte le plus d'argent. Il fallait donc casser cette caste qui est déconnectée. Il fallait bien évidemment faire en sorte que nous ne soyons pas une caste déphasée, que nous ne soyons pas, nous non plus, une caste à notre niveau, à notre échelle. Il fallait donc définir ce qui allait être une presse de réinformation. Très vite, on s'est aperçu de cette difficulté de ce terme. Les termes sont importants. Et Sebonnin a trouvé dans l'antipresse un terme. Il fallait donc que nous trouvions, nous aussi, un terme qui nous définisse. Réinformation. Ça n'était pas suffisant. Et puis, très vite, ça a donné réinfosphère. De la réinfosphère, la gauche extrémiste s'est emparée, bien évidemment, de cela, et dans une notion de combat tout à fait normale, donc ce n'est pas grave, a bien évidemment fait de réinfosphère le terme fachosphère. Et donc, bien évidemment, ils se sont emparés de ce terme-là et ont commencé à écrire. Un journaliste de Marianne, mais qui maintenant n'est plus à Marianne puisqu'il en a été chassé pour son comportement de harcèlement sexuel envers ses petites camarades, et un journaliste de Libération a écrit un livre sur la fachosphère. J'ai donc proposé de venir défendre la réinformation. Et j'ai trouvé un journaliste libre de Radio France, de la chaîne de la radio d'État, qui m'a dit « Eh bien, écoutez, monsieur Bild, vous allez venir, avec le journaliste de Libération et le journaliste de Marianne à l'époque, eh bien, défendre votre bout de gras, votre travail. » Et donc, je l'ai remercié, il est d'ailleurs assez connu, il travaille maintenant sur la Radio France Internationale, sur RFI. RFI, il est le fils de l'académicien Amin Malouf, le jeune Malouf, et il m'a dit « Bon, ben voilà, vous allez venir. » Mais la difficulté, c'est que très vite, il y a eu une opposition, même pas celle de Radio France, mais celle des 2 journalistes de Marianne et de Libération qui ont refusé de dialoguer avec moi. Donc j'ai été interrogé sur TV Liberté dans un café en bas de Radio France, puisque je n'ai pas pu rentrer dans les locaux. Et on m'a donc interrogé, j'étais sur une petite guéridon, et il fallait que je donne en 2 minutes mon point de vue. Il faut dire, parce qu'il faut toujours être exact, que Malouf j'ai demandé à ce journaliste de Radio France Internationale de dire que le sort qui m'avait été réservé, c'est-à-dire que ces 2 journalistes qui dénonçaient les méthodes de la fachosphère m'avaient interdit de venir dans le studio à leur côté. Ce qu'il a fait sur Radio France, et il l'a dit. Moralité, il fallait trouver un autre terme. Et ce terme-là, je pense qu'il est définitif. Nous avons été non pas le chercher à droite, nous avons été plutôt le chercher à gauche. Et en allant le chercher à gauche, bien évidemment, il est porteur dans la gauche et dans l'extrême gauche d'une vision très majorative, très sympathique, qui fait que à la fois ils sont très embêtés de que nous l'ayons emprunté, mais ils ont beaucoup de difficultés à le combattre. C'est cette notion de presse alternative. C'est donc plus une propagande contre une propagande,
c'est une autre presse. On revient à ce qui est le terme de journaliste de minorité, sauf qu'à un moment donné, mesdames et messieurs, à force d'être journaliste de minorité sur une presse alternative, la presse alternative, elle fait mieux et plus fort que la presse mainstream, malgré tout. Éric Zemmour, que vous avez reçu ici, me disait qu'aujourd'hui, quand il vient à TV Liberté, il fait entre 100 et 300 000 personnes qui le regardent. Bon. C'est ce qu'il fait sur la chaîne Paris Première, qui appartient au groupe RTL M6, quand il fait sur sa propre émission. Il considère donc, et il y réfléchit tout le temps, qu'aujourd'hui, il y a une vie à côté de la presse mainstream. Et ça, je le dis à nos entrepreneurs, parce que ce n'est pas rien ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, nous avons apporté la preuve qu'il peut exister autre chose que la presse mainstream, que l'on peut vivre en dehors de la presse mainstream, qu'on peut en vivre tout court, bien sûr, et c'est essentiel, mais qu'on peut faire vivre des idées, faire découvrir des intellectuels, faire découvrir des expertises, des professionnels, des voix que l'on n'entend pas, et elles arrivent à se faire entendre aussi bien, et même des fois plus fort, que sur la presse mainstream. Car quand je reçois une personnalité, ou mes camarades reçoivent une personnalité sur TV Liberté, ils sont écoutés par des gens, comme vous, j'espère, qui ont une attention particulière. Quand on écoute TV Liberté, c'est qu'on veut écouter TV Liberté. Quand on écoute une chaîne d'information, on peut faire un repas pendant ce temps-là, on peut aller aux toilettes pendant ce temps-là, on peut se laver les dents pendant ce temps-là, bon, on entend le bruit derrière, puis quand on entend un bruit un peu plus fort, on revient, on regarde ce qui se passe, il ne se passe rien, ou il se passe toujours la même chose, donc Emmanuel Macron va bien, oui c'est bien, et donc hop, on repart. Ça n'est pas le cas de TV Liberté. Moi, je ne connais personne qui a la gentillesse de me dire « Tiens, Martial, puisque tu parles ce soir, je vais me mettre sur TV Liberté, comme ça fera une vue, et puis voilà, puis ça va passer toute la nuit. » Ça, ce n'est pas cela. Moralité, on vend plus sur TV Liberté quand on propose un livre que sur BFM, bien évidemment. On est plus entendu, plus écouté, donc plus apprécié, ou pas. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas à ce que la presse alternative a remplacé la presse mainstream. Bien sûr que je ne suis pas venu vous dire ça. Je ne fume pas et je ne bois pas. Mais par contre, aujourd'hui, dans la tournée des personnalités qui publient un livre, on fait la presse mainstream, mais on fait aussi maintenant la presse alternative. Ça n'est plus l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Je considère cela, moi, comme une avancée importante, parce que, bien évidemment, toute la casse médiatique n'a qu'une volonté, mais Slobodan le dit mieux que moi, donc je ne vais pas vous le dire, c'est bien évidemment d'enfermer la société dans un carré qui est maléfique. Je vous l'ai dit, d'un côté, il y a les écoles de journalisme. Vous avez bien noté mon empathie pour ces machines à fric. Le CSA, dont vous avez compris combien je considérais qu'il était important, puisque c'est une machine dotée avec des dirigeants en France qui sont autodésignés. J'ai regardé en Belgique, je ne suis pas totalement sûr qu'ils soient totalement autodésignés. Alors en France, ils sont autodésignés. Ils s'autodésignent. Et alors, comme ils sont autodésignés, mais ils se donnent des droits. Parce que quand on s'autodésigne, on se donne des droits. Donc le président du CSA, il gagne que 15 000 € par mois. Bon, vous allez me dire, c'est quand même pas, c'est pas énorme. Il y en a d'autres qui s'occupent du Mont Blanc ou du tunnel du Mont Blanc qui gagnent la même chose. Et puis, il a son chauffeur, et puis il a sa maison, puis il a sa cuisine, puis il a son restaurant, il a fait sa restauration. Et puis, ils sont 10. Ils sont 10. Et c'est vrai que les 9 autres, il faut quand même être égalitaire dans la vie. Donc, si un président qui touche 15 000, il ne faut quand même pas que les 9 autres ne touchent pas aussi, un peu quand même. Et ils avaient trouvé une chose formidable. Ils y ont mis fin quand même, parce qu'on finissait par penser que c'était quand même un tout petit peu lourd, surtout au moment des Gilets jaunes. C'est que quand tu étais membre du CSA et que tu cessais de l'être, tu continuais à gagner pendant 1 an ton salaire. Alors, bien sûr, dans le privé, tu te dis, moi, si je quitte mon boulot, si je démissionne, est-ce que pendant 1 an, je touche mon salaire de l'entreprise qui m'a employé, qui m'a viré? Non. Pour le CSA, oui, on y a mis fin. On y a mis fin quand même, mais il reste bien évidemment toute une série de prébendes. Et puis en France, le carré maléfique, bien évidemment, ce que je dis, école du journalisme, CSA, et puis il reste 2 morceaux du
Carré Maléfique. Alors Alain pourrait venir là en parler 1000 fois mieux que moi. Ce sont les annonceurs qui représentent de puissants groupes financiers et qui sont souvent, eux-mêmes vivent des marchés d'État et qui imposent des points de vue qui sont systématiquement à l'inverse des opinions des lecteurs. Les annonceurs sont souvent ceux qui font la loi. Tu dis, mais le Figaro Magazine n'avait pas voulu ceci, pas cela. Non, les annonceurs du Figaro Magazine ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Toute la presse, plus elle est libre, je repense à Magazine Hebdo, plus elle est libre, moins il y a de publicité. J'allais même dire, c'est quasiment une marque à vérifier pour vous. Moins il y a de publicité, plus je suis libre. Et le Figaro, sans me tromper, a trouvé une solution qui est de mettre des journaux très neutres qui attrapent toute la publicité, et puis ceux qui sont moins neutres, eh bien, ont moins de publicité et on arrive à équilibrer. Je pense que c'est ainsi que l'on fonctionne. Quand on voit ce qu'est devenu le Figaro Madame, par exemple, on se dit que ça doit être cette manière d'attraper la publicité par tous les moyens. Carré Maléfique, il en reste un, c'est bien évidemment l'État qui finance avec notre argent la presse publique qui bafoue la pluralité des opinions. L'État subventionne à tour de bras une presse écrite qui devient chaque jour plus dépendante, qui croit qu'elle est sauvée parce qu'elle est maintenue en soins palliatifs. En France, je crois que les Belges ont cette chance qu'ils n'ont plus de quotidien communiste en vente, totalement officiel. En France, il y a encore un quotidien communiste, il s'appelle l'Humanité, qui n'a plus d'argent, qui fait donc des appels de dons, et ça c'est très bien puisqu'il a un financement qui est un financement participatif, j'y reviendrai dans 2 secondes, mais c'est essentiel, et qui a eu des aides de l'État. Quand il lui a monté 4 millions d'euros, je crois que c'est 4 millions d'euros, l'État a donné, et le président de l'Assemblée nationale, qui a revu à nouveau l'Humanité en mauvaise situation, a eu cette phrase remarquable en disant « mais c'est une presse d'opinion, on ne peut pas la laisser mourir ». On en a vu des morts de notre presse d'opinion à nous, et notamment le quotidien présent en France, qui bien évidemment s'est vu, lui, sucrer depuis 2 mois l'aide d'État qu'il obtenait depuis quelques années, qui était une manne toute petite, les miettes. Mais même les miettes, il n'y a plus droit. L'Humanité, à chaque fois que quelqu'un l'achète, d'un autre côté, je faisais mon numéro à chaque fois. Maintenant, je le fais plus parce que je ne vois plus de gens qui achètent l'Humanité. Mais néanmoins, à chaque fois que je vois quelqu'un avec l'Humanité, je lui dis, est-ce que vous pouvez me le passer? Alors, il me regarde. Je dis oui, je voudrais en prendre, s'il vous plaît, je voudrais en prendre un 8e. Ouais, je dis, si vous pouvez me passer, donc s'il fait 40 pages, je vous en prends un 8e, parce que c'est à moi. Ouais. Chaque Français donne 50 centimes par quotidien vendu de l'Humanité. 50 centimes d'euros. On les maintient en soins palliatifs, alors que eux, ils ne sont pas pour les soins palliatifs. Ils veulent mourir. Eh bien, dans ce cas-là, qu'on ne leur donne plus rien, qu'ils meurent dans la dignité, mais qu'ils meurent. Si on n'est pas capable de faire vivre un journal, eh bien, dans ce cas-là, si on ne peut pas le faire vivre sans l'aide de l'État, aussi puissante, aussi incroyable, j'enlève les frais postaux, j'enlève toutes les choses qui interviennent encore, et les aides aux journalistes, bien évidemment, ils sont encore, je crois, 120 à l'Humanité, 125, oui. Il n'y a pas de raison de se faire du mal quand on peut se faire du bien. Donc, tout cela, ce sont des aides de l'État. Si on n'est pas capable de trouver les moyens d'exister par soi-même, alors il ne faut pas exister. Nous n'avons, et là encore une nouvelle fois, avec beaucoup d'humilité, vous n'avez jamais cessé que de monter des projets sans l'aide de l'État, sans considérer qu'il y avait l'aide de l'État. Si elle arrivait, tant mieux. Et si vous y aviez le droit, tant mieux. Après tout, si on y a le droit, pourquoi la refuser? Mais construire un projet à partir de l'aide de l'État, et de la seule aide de l'État, c'est invraisemblable. Et c'est ce qu'a fait le média. Le média est l'équivalent de TV Liberté, à la gauche de l'extrême gauche radicale, qui a créé la même web télé, la même télévision, avec d'ailleurs les mêmes principes absolument copiés. Un journal quotidien, des émissions, les mêmes process, les mêmes procédures. Mais eux ont considéré qu'il y avait besoin de subventions parce que la gauche et l'extrême gauche n'est pas capable de vivre sans cette notion que l'État doit intervenir. C'est pas l'État, c'est la région, c'est le département, c'est l'agglomération, c'est la ville, c'est les associations. Mais il faut de l'aide, de la subvention. Nous n'en avons jamais eu. Et donc, bien évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Le média a eu beaucoup de difficultés financières, et en a encore. Alors que nous avons monté, bien évidemment,
notre projet en dehors du carré maléfique école de journalisme, en créant notre propre école, le CSA en refusant son autorité, les annonceurs en s'en débarrassant, et l'État en lui disant les 5 lettres qui sont nécessaires parce que notre liberté passait par ce refus. Et quand on a ce carré maléfique qui étouffe et qui fait mourir la liberté, eh bien, on finit par avoir nous-mêmes notre indépendance et notre liberté et cette capacité de renverser la table. En réformant le financement du système médiatique, je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ouvre toujours ce débat sans le fermer. Je ne suis plus un politique, je suis un journaliste. Ce n'est donc pas à moi d'apporter cette proposition et de la porter. Mais est-ce qu'il est encore nécessaire de financer une télévision publique qui n'est plus légitime, qui n'est plus neutre, qui n'est plus garante du pluralisme? Madame Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions française, ne veut plus de mâles hétérosexuels, mâles et plus de 50 ans. Je me suis dit que j'allais donc pas passer tout de suite à France Télévisions, je pouvais rester avec TV Liberté. Mais où ça ne va pas, c'est qu'elle veut bien de mon argent de mâle, trop masculin, trop européen, et dans la force de l'âge. Donc il faut être cohérent, quoi. Si tu veux pas de ma gueule, t'as pas mon pognon. C'est tout simple. Donc pas un centime pour cette clique qui, au nom de la lutte contre le racisme, catégorise d'ailleurs les êtres humains selon leur sexe et leur race. De la même façon, à quoi bon continuer d'abreuver de subventions publiques les organes de presse qui sont cliniquement morts, je vous l'ai dit. Alors, la presse alternative, elle, et j'en finirai par là, et je répondrai à vos questions, peut-être si on répond aux questions, alternative, elle se veut libre, indépendante, du fait même qu'elle ne doit rien à personne et à quiconque. Présent, je vous l'ai dit, c'est construit avec la solette de ses abonnés, de ses soutiens. Il en est de même de Radio Courtoisie, il en est de même de Minutes, de Monde et Ville, Incorrect, de Éléments, bien sûr, qui lui a le mérite d'exister depuis tant d'années et d'être toujours présent dans les kiosques, chez ses abonnés, hein, malgré les vicissitudes et les difficultés que j'ai bien vues au fur et à mesure des années, des difficultés financières, évidemment. Il y a Boulevard Voltaire. Il y a le Salon Belge, il y a 1000 choses qui existent et qui forment 1000 fleurs, qui forment un ensemble qui est aujourd'hui représentatif de la presse alternative. Grâce à l'Internet, eh bien, nous avons réussi ce pari de mettre en place une vraie télévision alternative. Un pari d'ailleurs tellement réussi que YouTube, Google, a considéré qu'il était nécessaire de nous faire disparaître. Ils ont d'ailleurs quasiment réussi, il faut bien le dire, en juin 2018, eh bien, en bloquant les 5000 émissions, les 3500 heures de production, les 30 concepts d'émissions que nous avions mis en place, en faisant disparaître ça d'un bouton. En appuyant sur un bouton, en 1 seconde, nous nous retrouvons sans rien. Nous avons mis en place, là aussi, nous avons bougé. Parce que, là aussi, une télévision, c'est quelque chose qui doit vivre et c'est quelque chose qui doit savoir que nous serons attaqués. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à cela. C'est normal que nous soyons attaqués. Ce qui ne serait pas normal, c'est que nous ne trouvions pas la solution pour répondre. Or, cette solution-là, nous avons acheté nos propres serveurs. Là encore, c'est financièrement très, très douloureux, très difficile, mais aujourd'hui, si YouTube nous fermait demain à nouveau, parce que là, nous sommes les migrants sur YouTube, nous avons revendiqué un droit au logement sur YouTube, mais nous n'avons pas encore totalement toutes les autorisations. On est quasiment en passe de les obtenir, mais au moindre dérapage que je ne connais pas d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, YouTube vous envoie un message en disant incitation à la haine. Mais quelle haine? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, vous envoyez votre réponse à vous, en anglais, en français, en anglais surtout. Il n'y a pas de réponse. Vous attendez 6 mois et là, vous avez quelqu'un qui vous appelle de la communication en disant « Alors, qu'est-ce que vous en êtes sur YouTube ?» Mais pendant 6 mois, vous n'avez pas d'information. Qu'est-ce qui ne leur a pas plu? Qu'est-ce qui leur a posé un problème? Tout dernièrement, tiens, je pense à Alain, c'est toi qui... Je l'écoutais sur une des conférences ici où tu disais sur Facebook, pour présenter Bérénice Levet de mémoire, tu disais sur Facebook, dénoncer l'islamisme avait fait sauter l'annonce, alors qu'en mettant une phrase un petit peu différente. Musulman, je crois, le terme. Que les féministes avaient à l'égard des gens qui les agressaient, des hommes qui les agressaient, une attitude différente selon qu'ils étaient musulmans ou pas. C'était dénoncer l'islamisme, c'était dénoncer les comportements. Et rien que ça, qu'on a tout simplement reproduit avec Victoria sur notre page Facebook, a suffi à ce que Facebook nous sucre notre promotion. Donc ne nous faisons pas débiles, ça se reproduira.
Donc nous sommes allés sur toutes les autres plateformes, on est allé sur Rutube, Chintube. Je vous expliquerai si vous voulez, j'ai 3 heures d'explication là-dessus, de ma vie sur Rutube et sur Chintube qui n'existe pas. Mais j'avais dit Chintube parce que je me suis dit, si je dis que Rutube, tout le monde va dire, bah oui, il est financé par les Russes. Donc je me suis dit, je vais dire Chintube en même temps, on ne pensera pas que je suis financé par les Chinois. Donc j'ai dit Chintube en même temps. Donc on m'a dit, mais monsieur, ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas, c'était une image, si vous voulez. Mais je vous expliquerai notre vie sur Rutube, si vous voulez, et vous verrez que nous sommes loin de YouTube et que nos amis de l'Est sont très loin dans la guerre médiatique que nous mènent les États-Unis. Ils sont très loin derrière. Autant s'ils sont sur le terrain militaire aujourd'hui en capacité de donner des leçons, en matière de guerre médiatique, nous en sommes loin. Et Rutube, ce n'est pas YouTube. Voilà, en termes de viralité, en termes d'existence, simple chose, c'est que pour les techniciens, tout est en cyrillique, ce qui fait que nos techniciens sont remarquables, je les adore, mais ils ne parlent pas russe et ils ne savent pas comprendre le cyrillique. Allez savoir pourquoi. Donc, moralité, nous avons, comment dire, trouvé les moyens de faire cela, de contourner. Et nous avons enfin, et c'est la dernière chose que je voulais vous dire, avec Virgile qui est là, qui est notre responsable de commercial, mais aussi de relationnel, nous avons toujours fait ce qui n'était pas honnêtement dans ma façon de procéder à moi. Ce n'était pas quelque chose que j'avais comme logiciel, mais qui est celui que Philippe Millot m'a donné et que j'ai accepté bien volontiers de prendre, qui a été la construction tout le temps, systématiquement, d'une communauté. Voilà. La notion de Philippe, c'est créer une communauté. Il n'a pas inventé les choses là non plus. Je pense que chacun ici comprendra très bien ce que je veux dire. Et donc, nous avons pris la décision, nous répondons à toutes les demandes. Quand on m'écrit, je réponds à tout le monde. Je téléphone, j'écris, je parle. Une communauté. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des téléspectateurs. On trouvait qu'on était trop parisiens. Alors maintenant, on est bruxellois. Mais on trouvait qu'on était trop parisiens, qu'à un moment donné aussi, on s'enfermait nous-mêmes, si vous voulez. Vous voyez, déconnectés, déphasés, déconnectés, l'appelait. Et donc, on est allé en province rencontrer les gens. Bon, c'est du sport, hein, supplémentaire, mais c'est important. C'est une communauté. On a publié ce livre. Là, c'est la page pub. On a créé ce livre, Le Défi, tout simplement pour vous raconter les 5 années, les difficultés qu'on a rencontrées, les choses formidables qu'on a vues, les choses remarquables. Regardez, moi, j'ai mes gamins qui sont derrière moi, j'ai mes gamins, bon, ils pourraient être tous mes enfants, ou à peu près. Bon, aujourd'hui, on en est à se dire, tiens, il faudrait ouvrir une crèche, parce qu'ils m'ont tous fait des gamins, quoi, presque tous. Bon, donc 6 ans plus tard, on a les loupiaux. Bon, ça, c'est la vie, c'est la communauté. C'est comme ça que je l'apprécie et que je la vois. Donc cette communauté-là, elle doit être exemplaire, humble, j'aime ce terme, simple, proposant quelque chose de toujours vrai, de toujours vérifié, quoi, avec une seule raison, une seule passion, une seule action qu'on retrouve dans ce livre d'ailleurs, c'est de crier et de gueuler la vérité, parce que nous savons, nous, ici, les uns et les autres, que seule la vérité rend libre. Libre, liberté, TV Liberté. Merci.